On a vu la mise en œuvre de la stratégie RSE. Maintenant, on passe au déploiement actif et au quotidien. Les achats responsables, c'est un levier, un des leviers les plus importants. Donc, on passe au panel numéro 2, au numéro 4. J'appelle Monsieur Lokili Ahmed, le modérateur de ce panel. Alors, je vais commencer par inviter les panélistes. S'il vous plaît, Madame Sloa Smouni, Madame Khadija Brada, Monsieur Younes Tagrisht. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette 4e édition de la RSNA. Pour ma part, c'est avec beaucoup d'honneur que je participe pour la 3e fois à cet événement, devenu une référence nationale en matière de responsabilité sociétale. Cette année, j'ai le privilège de contribuer en tant que membre du comité scientifique et d'animer cette table ronde en qualité de modérateur. Je voudrais tout d'abord saluer le remarquable travail du club des dirigeants qui, année par année, contribue à faire de RSO Now un espace privilégié d'échange, de réflexion et de partage de bonnes pratiques autour des grands enjeux de développement durable. Notre table ronde porte sur un thème qui s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux moteurs de transformation des entreprises, à savoir chaîne de valeur durable et achat responsable, accélérer l'impact. Pendant longtemps, la performance de l'entreprise s'est essentiellement mesurée à travers 3 critères: le coût, la qualité et le délai. Aujourd'hui, un 4e critère est devenu incontournable, c'est l'impact. Face aux tensions géopolitiques, au risque de rupture d'approvisionnement et à l'essor de l'intelligence artificielle, la fonction d'achat s'impose comme un levier stratégique de souveraineté économique, de compétitivité et de résilience. Cette fonction est capable de générer non seulement de la performance économique, mais également de la valeur sociale, environnementale, territoriale. Pour rappel, les achats représentent souvent plus de 60% des dépenses de l'entreprise. Les attentes des clients, des investisseurs, des pouvoirs publics et de la société évoluent rapidement. Les entreprises ne sont plus seulement jugées par ce qu'ils produisent, mais aussi sur la manière dont ils produisent, sélectionnent leurs fournisseurs, organisent leur achat, transportent leurs produits et collaborent avec l'ensemble de leur écosystème. Construire une chaîne de valeur durable ne consiste plus uniquement à réduire son empreinte carbone ou satisfaire ses critères ESG, c'est repenser ses relations avec les fournisseurs, intégrer l'innovation, développer les compétences, renforcer la transparence, favoriser l'économie circulaire et créer une valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes. La question qui nous guidera est donc la suivante. Comment passer des intentions aux résultats? Comment faire des achats responsables et des chaînes de valeur durables un véritable levier de compétitivité, d'innovation et de création de valeur? Alors, je suis Khadija Brada, je suis associée à un cabinet de performance économique. On travaille principalement à Costa sur des sujets de performance qui soient liés aux achats, au costing, à tout ce qui est gestion de projet. Pour me présenter rapidement, enfin, j'ai un background qui est principalement en industrie et en achat. Donc, on va dire plus de 20 ans d'expérience. Donc, une première dizaine d'années principalement en industrie et après, je suis passée aux achats. Je suis à Costaos depuis à peu près 7 ans et je travaille principalement donc, sur les enjeux industrie et achat. Donc, par rapport à votre question, que veut dire une chaîne Que signifie aujourd'hui dans votre organisation une chaîne de valeur durable? Alors, durable, brièvement, donc ce que je vais dire, c'est que je pense qu'on a beaucoup parlé de RSE tout à l'heure. Je pense qu'on est allé en long, en large. Et actuellement, donc, une chaîne de valeur qui est durable, donc respecte un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Particulièrement tout ce qu'on va parler des lois qui sont liées aux lois de travail, tout ce qui est lié aux achats green et à tout ce qui a un impact sur l'environnement.
et puis tout ce qui a relation aussi avec un impact social. Donc pour moi, la chaîne de valeur, c'est une chaîne de valeur durable, c'est celle qui respecte un peu ces composantes-là. Merci. Madame Silwa. Donc, déjà, merci pour l'invitation à cet événement. Donc, je me présente, je m'appelle Selwa Smouni, je suis en charge des achats dans le secteur financier, une société de crédit à la consommation. Donc, background aussi, comme elle a dit Khadija, donc, je cumule plus de 15 ans d'expérience dans les achats, donc principalement dans le domaine de l'industrie, du retail et par la suite dans tout ce qui est services bancaires et financiers. Donc, concernant votre question sur la chaîne de valeur durable, donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler dans un grand groupe qui était pionnier dans cette logique de durabilité par rapport à la partie achat, en créant plusieurs actions à l'échelle nationale, notamment tout ce qui est charte achat responsable, comment accompagner les fournisseurs pour se rejoindre à la fonction de la durabilité. Donc l'idée, c'est pas acheter cher, mais acheter des choses qui sont plus durables dans le temps. Voilà, merci. Merci, madame. Monsieur Younes. Bonjour à tous. Donc, Younes Sarricht, comme l'a dit, enfin, comme pour Selwa, je suis dans le secteur financier. Je gère un certain nombre de fonctions de support dans les achats. Donc, j'ai en charge les achats, la qualité, le pilotage de la performance et d'autres fonctions de support. Donc, j'ai plus ou moins une vision transverse sur les sujets achats, mais aussi de pilotage de la performance. Dans une vie plus ancienne, donc je m'occupais essentiellement et uniquement des achats. Donc, j'ai fait toute ma carrière. Je commençais dans l'industrie, après j'ai rejoint un secteur financier dans les achats. Donc, pour répondre à la question de la chaîne de valeur, bien évidemment, donc, ça commence par les achats, c'est clair. Mais c'est pour que cette chaîne soit le plus solide possible, la question durabilité, il faut qu'elle soit non seulement adoptée, mais traduite au quotidien dans les actes de toutes les entités et de toutes les directions qui constituent les maillons de cette chaîne de valeur. Certes, ça commence par les achats, c'est le plus important, mais ça va au-delà. Donc, on a entendu tout à l'heure dans l'exposé fait par le consultant, ça couvre toutes les fonctions, dont les principales, les ressources humaines, la logistique, la finance. Et je pense que c'est ce qu'on va voir à travers cette table ronde et à travers les réponses aux questions qui seront posées. Mais une chaîne de valeur durable ne peut pas exister sans que tous les maillons de la chaîne soient vraiment solides et que ça concerne toute entreprise en transverse. Donc voilà. Merci, Younes. Madame Asma. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à prendre part à ce panel. Très brièvement, je suis Asma Falidi, j'ai une carrière d'à peu près 27 ans dans les achats. J'ai construit toute ma carrière dans ce métier que j'ai toujours trouvé passionnant et si je l'ai porté pendant autant d'années, c'est parce que c'est un métier qui est en perpétuelle transformation et dans lequel l'impact est important et qu'il y a énormément de sujets et d'initiatives, dont la RSE, qui dynamise cette fonction et ce métier dans nos entreprises et dans notre tissu économique. J'ai évolué dans le monde industriel, donc dans les achats industriels, dans l'industrie du tabac, dans l'industrie agricole, dans l'industrie agroalimentaire et dans les engrais et phosphates. Je réponds à votre question très brièvement parce que beaucoup de choses ont été dites par mes confrères. La durabilité d'une chaîne de valeur, qu'elle soit achat ou autre, démarre d'abord par une sensibilité, une conviction que les sujets sociaux, sociétaux, environnementaux sont d'une importance extrême, aujourd'hui encore plus qu'hier et demain encore plus qu'aujourd'hui. Et c'est d'abord une posture, je pense, c'est une attitude à porter soi-même dans son quotidien,
c'est éteindre des lumières quand on quitte une pièce, c'est utiliser des outils énergétiques comme les clims, etc., vraiment quand il le faut. Et puis, c'est une inscription dans notre démarche sélective de nos partenaires, notamment dans les achats, en prenant conscience que c'est un sujet qui s'inscrit, comme beaucoup d'autres, dans la continuité et dans l'amélioration continue. Donc, cette durabilité, c'est d'avoir une prise de conscience, une conviction, des initiatives et un travail de tous les jours avec l'ensemble des partenaires d'un écosystème. Ça commence par soi et ça se traduit dans l'ensemble des accompagnements qu'on mène avec nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord sur ça. Ça fait plaisir. Donc, on va bien avancer. Alors, première question. Pour vous, Madame Selwa Samrouni, que je vous rappelle, vous êtes directrice adjointe de achats. Les achats ne sont plus une simple fonction support. Donc, comment les achats peuvent-ils devenir un véritable levier stratégique de création de valeur, d'innovation et de compétitivité durable? Ok, donc classiquement, je commence par le classique. Donc aujourd'hui, les achats, ils sont perçus comme des cost killers. Donc le premier facteur de performance d'un acheteur, c'est combien de gains il réalise chaque année pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, cette pratique n'est plus le cas, en tout cas dans les standards internationaux. Aujourd'hui, on commence à poser la question comment cet acheteur il fait son acte d'achat et comment il s'inscrit dans des critères tels que vous avez dit tout à l'heure, la durabilité. Donc, il ne suffit pas d'acheter moins cher, mais acheter aussi plus cher avec des choses qui durent dans le temps. Donc, aujourd'hui, la question de la durabilité, elle est très importante par rapport à la question. La deuxième des choses, c'est la pratique des critères ESG, donc tels que l'événement l'annonce. Aujourd'hui, ces critères, ils demeurent très importants dans les critères de sélection de fournisseurs. Donc aujourd'hui, nous, en tant que direction d'achat, bien évidemment, des directions qui ont des maturités assez hautes, il intègre le critère ESG dans le choix du fournisseur. Comment? Donc, à travers le critère environnemental, donc c'est un prestataire qui respecte tout ce qu'on a dit, le bilan carbone, etc. Sur le critère sociétal, est-ce qu'il paye bien ses employés? Est-ce qu'il n'y a pas de turnover? Est-ce que les gens ils sont allés chez lui? Et aussi sur le critère gouvernance, est-ce qu'il maîtrise bien ses coûts, ainsi de suite. Donc, si aussi on s'inscrit, nos acheteurs, dans cette démarche ESG, on pousse le prestataire à upgrader ses skills en matière de RSE et par la suite, il pourra être cible des investisseurs pour aussi être dans un champ visuel pour les investisseurs et pousser aussi les fonds verts à l'accompagner à grandir et gagner plus de masse sur le territoire marocain. Donc, c'est à travers des critères que pour moi, c'est très important de s'inscrire dans la durabilité et d'impliquer aussi d'autres critères qui font monter en compétence les fournisseurs marocains. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour ces éclaircissements. Madame Khadija Brada, s'il vous plaît, d'après votre expertise, quel est aujourd'hui, selon vous, le principal frein au développement des achats responsables? Est-ce qu'on peut parler de principalement financier? Est-ce qu'il est culturel, organisationnel, ou il est lié à la maturité des fournisseurs? Alors, je dirais déjà, on n'a pas un seul obstacle, on n'a pas un seul frein, on pourrait parler de plusieurs obstacles, d'accord? J'ai pas envie de parler du critère financier. Alors, j'ai pas envie de parler du critère financier en premier lieu parce que, bon, j'en parlerai tout à l'heure. Je parlerai d'abord d'un critère peut-être de compétence. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'on est tous vraiment conscients et est-ce qu'on sait tous ce que veut dire la RSE et surtout en termes d'acheteurs? Moi, ce qui me fait peur en fait dans ces démarches de RSE, c'est que je vois des acheteurs positionner des critères par rapport à certains appels d'offres. Et en fait, est-ce que toutes les entreprises sont capables de se faire labelliser RSE? Est-ce qu'on ne risque pas d'exclure
certaines entreprises, principalement les petites entreprises, de certaines consultations parce qu'on va mettre en place certains critères. Donc, quelque part, en fait, ce sujet de compétences, et je pense qu'en termes d'achat, il faut qu'on soit, nous, assez conscients et assez compétents pour comprendre ce qu'on recherche vraiment. Pas juste positionner des critères et se dire que on cherche que, voilà, telles entreprises ont ce critère-là ou autre. Donc, l'histoire de la formation, pour moi, est très importante. Et je ne parle pas juste de formation en entreprise, je parle de la formation RSE qui démarre depuis la formation initiale. C'est-à-dire, en école, on doit avoir des modules qui nous forment sur la RSE, sur l'impact sur la société, sur l'impact sur l'environnement. J'ai des collègues à Paris qui travaillent sur toute la partie décarbonation. C'est des sujets qui sont très avancés et qui arrivent à mesurer des choses, des émissions de gaz, etc. Nous, on est vraiment, j'ai envie de dire, au Maroc, on est encore un petit peu loin de tout ça. D'accord ? C'est vrai qu'on sent venir avec la supply chain, la décarbonation, avec les lois qui sont en train de se positionner en Europe, on sent venir le sujet de décarbonation, tout ça, mais on a besoin de, je pense, aller un peu plus dans la formation, dans la compétence pour pouvoir arriver à ça. Deuxième critère qui me semble, deuxième obstacle, on va dire, c'est la data. Je dirais qu'on est principalement sur du déclaratif jusqu'à présent. Peut-être qu'il nous faudrait mesurer. Et j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas s'améliorer tant qu'on ne mesure pas. Et donc, du coup, il faudrait que, quelque part, on ait cette capacité de mesurer. Il faut qu'on ait les outils, il faut qu'on ait les process pour pouvoir correctement mesurer et pour pouvoir vraiment nous améliorer par rapport à cette partie RSE. Sur la partie, vous avez parlé du critère financier tout à l'heure, de l'obstacle financier. J'ai envie de dire que j'en entends parler souvent. Je parle à des acheteurs, en fait, à des clients, et ils me disent acheter RSE, ça coûte plus cher. Mais en fait, c'est vrai quand on va raisonner coût achat, mais quand on va raisonner TCO, je pense que là, on va se rendre compte que quelque part, ce coût qu'on a acheté peut être plus cher parce qu'il y a de la RSE. Quelque part, on pourra le récupérer après sur d'autres choses au niveau de l'entreprise et pas forcément au niveau du coût d'achat. D'accord. Même question pour Simon, est-ce que... Pardon. Je pense que Khadija, en fait, il a répondu, je dirais, d'une manière plus globale. Donc, c'est les trois, effectivement, freins, il n'y a pas un seul. Peut-être je rajouterais juste un petit zoom sur un des obstacles. On a dit le financier, on a dit l'organisationnel, mais il y a surtout le culturel pour moi, de par mon expérience. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'entreprise, c'est que si on a un problème organisationnel, on peut le résoudre. On met en place une organisation. D'ailleurs, toutes les entreprises ont mis en place une direction RSE. Mais ce n'est pas pour autant qu'en mettant en place la direction ESG au RSE, on a réglé tous les problèmes RSE de l'entreprise. Le problème financier, pareil. Donc, des fois, on dit oui, mais on n'a pas le budget pour acheter RSE, mais pour certains achats, comme on est obligé de le faire, soit pour avoir une certification, soit parce qu'on a un bailleur de fonds qui l'exige derrière, ben on règle le problème financier. Donc, on met en place les moyens nécessaires et on règle le problème. Pas dans sa globalité, mais c'est aussi un sujet qui est adressé. Mais pour moi, ça c'est un témoignage plus que, je dirais, un principe théorique, mais c'est aussi une conviction forte personnelle. Le sujet, il est plus culturel. En discutant avec les parties prenantes, soit dans l'entreprise, mais aussi avec les fournisseurs, ça va au-delà d'une dimension de est-ce que je peux faire du RSE, ça me coûte plus cher. Parce que si on se pose déjà la question, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience et qu'on peut contourner le sujet différemment. On a répondu, j'achète facilement. Moi, personnellement, j'ai fait passer des achats qui sont des fois 2,5 fois le prix. Mais parce qu'on a montré une équation qui fait qu'il y a un impact ESG, mais il y a aussi un impact CO2, une optimisation de la facture énergétique et autres, et qu'on fait, au lieu de faire un calcul sur 1 ou 2 ans, comme on l'a dit Khadija, on fait un TCO sur 5 ans. S'il va falloir faire même plus, on fait plus. Et on essaie d'aligner le financier avec la contrainte, ou je dirais le lapsus révélateur, j'allais dire contrainte déjà, avec l'exigence RSE. Parce que justement, dans le culturel, regardez comment j'ai dit spontanément.
Parce que dans le culturel, c'est qu'on a tendance à voir le ESG et le RSE comme une contrainte réglementaire ou une norme d'exportation à l'Europe, le CRSD, la réduction des empreintes, des émissions CO2 par secteur, l'engagement du Maroc pour 2030. Donc tout ça fait qu'on le voit comme des contraintes et pas comme des enablers, comme on dit, pour reprendre un terme un peu technologique, qui vont nous pousser à nous transformer nous-mêmes et à avoir ce mindset RSE, ESG à toutes les strates ou à tous les étages de l'entreprise. Parce que ça, on va le voir, parce que des fois, quand on met en place une direction RSE, il a des objectifs. Mais ces objectifs ne vont pas jusqu'à, par exemple, arriver aux objectifs des entités. Comme il a dit Slow à l'acheteur, il parle toujours économie, savings. Même si ça commence à changer, mais en fin d'année, pour ses performances individuelles, c'est pas le seul critère, mais c'est quand même un des critères les plus importants. Combien tu as réalisé d'économies? Donc lui, spontanément, quand on aura un appel d'offres, ben, il va forcément opter pour le fournisseur qui lui permet de maximiser son saving. Alors que l'entreprise, d'une manière générale, la direction RSE, lui a fixé des objectifs, mais qui sont mettre en place une démarche RSE, un dashboard ESG, avoir des financements verts, verdir un peu tout ce que nous faisons. Mais ça ne va pas aller dans les détails. Par exemple, pour nous, quand on discute achat, ça reste, est-ce que vous avez une politique achat responsable? Mais ça ne va pas au-delà. Hein. Aujourd'hui, c'est plus sur des principes et des chartes, parce qu'ils savent très bien que l'opérationnalisation, il y a encore du chemin. Je sais qu'en Europe, on a beaucoup plus en avance. Mais c'est ce levier culturel sur lequel on doit agir aujourd'hui dans l'entreprise. Et les achats sont un des éléments, ou un catalyseur, ou un bon ambassadeur pour échanger, dialoguer avec les décideurs de l'entreprise, pour mettre en avant cette dimension RSE dans toutes les décisions. Que ce soit les décisions sur le plan achat, mais aussi sur le plan qualitatif, aussi sur le plan... En fait, des fois même contractuel, ça va au-delà. Hein, et c'est à toutes les strates de l'entreprise. En discutant avec le juridique, des fois pour valider un contrat, lui aussi il voit le sujet de son angle et de son point de vue juridique, protéger l'entreprise, défendre les intérêts de l'entreprise. Mais c'est pas encore dans le dialogue de dire on est face à une PME. Attention, il faut qu'on soit quand même un peu plus clément. On donne un peu plus de marge, on laisse un peu plus cette PME respirer. Donc, c'est pas encore le cas. Hein. Ça vient, mais c'est pas encore le cas parce que seul, on peut pas changer l'organisation. Il faut le top-off de ce qu'on dit le turn-off de top de la présidence ou de la direction générale, mais ça se cascade au niveau de toutes les strates de l'entreprise. Donc, le culturel, pour moi, il est important si on veut changer et faire ce changement de paradigme. Donc forcément, accompagner et pas exclure, et accompagner et pas exclure, ça ne va pas uniquement dans le sens où je dédie une part des achats à la PME. Ça existe, ça, d'ailleurs même le marché public, il le fait, je pense. Je dis cette part, j'ai 1 milliard de dirhams de budget par an, je dédie 200 millions de dirhams pour la PME, et c'est que la PME qui a le droit de soumissionner sur ce type un certain nombre de marchés. Mais la question, elle est beaucoup plus structurelle. J'accompagne ces PME, ça veut dire je leur donne la chance et l'occasion de progresser. Alors, on a des plans de progrès quand on fait des évaluations. Ce qu'on dit d'évaluation A, B, C, et quand on a un fournisseur qui évalue D, c'est AD référencé. C'était la pratique ancienne. Mais on se soucie pas de est-ce qu'on peut, au lieu de l'exclure, l'accompagner, lui donner une chance, être un peu plus, je dirais pas clément, indulgent, mais un peu plus compréhensif. Ça veut dire sur une trajectoire, j'accepte que dans 2 ans, ce fournisseur sera fully compliant sur un certain nombre de critères. Au lieu de dire non, c'est tout de suite et maintenant. Et si vous n'avez pas ce seuil, c'est que vous êtes exclu, vous ne pouvez pas travailler avec nous. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi, ça va au-delà des grandes entreprises, et nous on a essayé de le faire, et on commence à le faire avec certains fournisseurs, c'est que sur certains aspects, on a un problème de financement chez la PME qui ne lui permet pas d'avoir un certain nombre de certifications ou d'exigences. Donc ça va jusqu'à financer, et c'est
c'est aussi un gain pour l'entreprise. On accompagne, on finance et on aide à financer. On aide à financer aujourd'hui la petite entreprise ou la moyenne entreprise. Par exemple, le factoring inversé n'est qu'un élément qu'on met en place pour le reverse factoring pour accompagner ses fournisseurs à avoir une trésorerie beaucoup plus saine, à optimiser leurs besoins en fonds de roulement pour qu'ils puissent justement investir et être conformes sur un certain nombre d'aspects. Il y a un dernier point qui est pour moi très important dans l'accompagnement de la PME pour qu'ils puissent créer de la valeur, au-delà de l'aspect de formation, d'accompagnement, d'être à l'écoute, c'est aussi de proposer à cette PME, qui est aujourd'hui un fournisseur, et qui est source d'innovation, hein, je tiens à le dire, et ça c'est un témoignage personnel, dans tous les fournisseurs, ou tout le panel fournisseurs que nous avons, la plupart des idées innovantes que nous avons, ça peut être sur des petits sujets, c'est pas forcément technologique, parce que quand on pense innovation, on pense automatiquement à la technologie. Ça peut être un nouveau procédé, ça peut être un produit qui répond aux besoins, mais qui est un peu moins cher. Donc ça vient de la PME, il faut les encourager à innover. Il faut accepter que ces PME fassent une sorte je dirais pas que de lab, mais leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent proposer tout ce qu'ils ont comme innovation et tout ce qu'ils peuvent faire pour répondre aux notre besoin différemment. Parce que des fois, on a un cahier de charge hyper strict et on dit c'est soit ça, soit rien. Et des fois, même la réponse au cahier de charge, tu exclus d'office une bonne partie des PME qui peuvent répondre à ce besoin, mais un peu différemment. Donc là, je dis aux acheteurs, et ça c'est le travail que nous faisons en interne avec les prescripteurs, on a fait un besoin, on laisse un peu d'ouverture. Il faut toujours laisser un peu d'ouverture, parce que les PME aujourd'hui, c'est le tissu économique à plus de 70%. Donc si on ne les accompagne pas, si on ne leur donne pas accès à la grande commande, parce que je sais qu'il y a plein de PME qui travaillent entre elles, mais nous, personnellement, et je représente une grande entreprise, on a une responsabilité sociale et sociétale non seulement d'accompagner, mais de contribuer à la croissance de ces PME qui deviennent aussi demain une GE. Donc, ça passe par la commande et ça passe par les marchés, par l'accès au marché. Donc, l'accès au marché, c'est pas uniquement accompagnement, financement, formation, mais c'est aussi les aider à se restructurer, à innover, à se développer. Et comme j'ai dit, je vais conclure avec ça pour ne pas être long et laisser aussi mes collègues s'il y a des compléments. C'est aussi être un peu plus patient avec ces PME. Ça, c'est le rôle des acheteurs. Être un peu plus patient, ça rejoint l'accompagnement, mais c'est un peu différent. Ça veut dire que ce n'est pas au premier coup qu'ils vont être bons. C'est dans la durée. Il y a certains critères qui sont bien évidemment non négociables, mais il faut être à l'écoute. Les acheteurs, même nous, on fait l'erreur des fois quand on fait des réunions, on planifie beaucoup de réunions, mais on reçoit peu la PME. On reçoit souvent la grande entreprise parce que c'est les 20% de nos fournisseurs, mais les 80% qui sont certes éclatés, on ne prend pas le temps de recevoir ces fournisseurs, les écouter, comprendre un peu leurs contraintes. Et ça, c'est aussi un rôle que l'acheteur doit jouer aujourd'hui dans l'entreprise, qui va au-delà d'une simple négociation. Bon, je ne vais pas être long sur ça, mais on connaît tous l'histoire. L'acheteur appelle le fournisseur pour négocier un prix, that's it. On a très peu d'acheteurs qui vont, dans un plan annuel de rencontres de fournisseurs, être à l'écoute et discuter des sujets autres que le prix et dans la RSE. Donc voilà. D'accord. Je tiens juste à rappeler qu'aujourd'hui, aider les PME, c'est aider le pays. Les PME qui réussissent, c'est le pays qui réussit. Donc, c'est très lié. Alors, même question, on va écouter maintenant Madame Asma Faridi. Évidemment, pratiquement tous les points ont été couverts par Si Younes. Moi, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est la position de l'acheteur. Il faut comprendre comment vit l'acheteur dans son processus achat et comment il vit les contraintes de l'entreprise. Aujourd'hui, l'acheteur, c'est quelqu'un dans l'entreprise qui reçoit beaucoup de demandes de ses clients internes, qui doit intégrer
un volet juridique, donc des exigences juridiques, un volet financier qui sont les exigences de rentabilité financière, un volet qualité parce qu'il faut qu'il réponde absolument en conformité totale à la qualité qu'on lui demande, un volet délai d'abord du traitement lui-même de son propre dossier, ensuite un délai de livraison attendu par le métier qui le sollicite, et très souvent sur les matières stratégiques, une continuité de business, donc voilà, il n'est pas permis d'avoir une interruption de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, l'acheteur, il est au milieu de tout ça. Ensuite, on vient lui expliquer, et souvent absolument pas dans les détails et sans le former, sans le préparer, sans l'outil, etc., qu'il faut intégrer une dimension RSE. Il n'a pas envie. Ça lui complique l'existence. Donc, pour moi, il y a déjà une première étape qui est très importante, c'est changer le paradigme. Et il y a une dimension structurelle d'organisation dans les entreprises et dans les directions achats qu'il faut absolument revoir et repositionner et réfléchir les organisations achats en fonction des enjeux de l'entreprise et de la structure. La dimension RSE est importante, il faut s'outiller pour ça. Il faut former les acheteurs, il faut recruter les jeunes talents, d'en parler tout à l'heure, qui sont mieux formés, plus, on va dire, au fait de cette dimension RSE. Il faut inclure les acheteurs dans la vie RSE de l'entreprise, expliquer les impacts, expliquer les objectifs et leur donner le temps d'aller à la rencontre de ces fournisseurs, de ces PME qui font finalement partie de leur propre responsabilité RSE. Parce que quand nous sommes dans cette démarche, c'est que nous avons, en tant qu'acheteurs, finalement une responsabilité RSE. Nous avons la responsabilité de développer un écosystème de fournisseurs locaux. Nous avons la responsabilité d'accompagner les fournisseurs locaux et les PME dans leur croissance. Ça devient notre responsabilité. Donc, comment traduire tout ça et comment le vivre? Pour moi, ça passe déjà par une revue de l'organisation et de la gouvernance, une revue de la formation et des recrutements. Et ensuite, évidemment, de démarrer un travail de proportionnalité. Tout à l'heure, si on s'en parlait, aujourd'hui, quand un questionnaire RSE est envoyé, il est envoyé de la même manière à la multinationale qui est basée aux États-Unis ou à Hong Kong, de la même manière à la petite PME qui se bat comme elle peut avec les moyens du bord. Enfin, pour moi, il y a une question de proportionnalité qui est fondamentale. Il faut se donner le temps de se dire j'ai des exigences RSE, mais je dois les trier. Dans ma responsabilité RSE, je dois développer un écosystème de fournisseurs local. Donc, comment est-ce que je démarre le onboarding dans une démarche RSE? Je travaille sur des questionnaires proportionnels par rapport à leur capacité de répondre. Sinon, on se retrouve dans le schéma que disait tout à l'heure Younes, qu'on exclut la moitié du pays ipso facto. À la première étape, il y a la moitié qui saute. Et on est dans, finalement, le résultat inverse de celui qu'on recherche, de développer cet écosystème. Voilà, donc la question de la proportionnalité, elle est fondamentale. Ensuite, il y a, on va dire, l'accompagnement lui-même. Et je ne vais pas m'étaler dessus, parce que si on tout à l'heure parlait de mettre en place des audits qui comprennent les écarts entre là où nous avons envie d'arriver, nous, en tant qu'entreprise structurée et en tant qu'acheteur pour un grand groupe, une multinationale ou que sais-je, et ce que la PME en face de nous est capable de faire. Donc, il y a déjà un diagnostic à établir, une trajectoire à mettre en place, et puis un plan progressif qui permette à cette PME d'avancer petit à petit, au fur et à mesure, pour arriver à des objectifs de répondre à des exigences RSE. Et je trouve personnellement infiniment plus intéressant de voir une PME évoluer à travers 2 ou 3 années
sur 50%, par exemple, des objectifs qu'on a mis en place qu'une multinationale qui a déjà tout et qui n'évolue pas finalement, qui fait du surplace et qui se met simplement au niveau de la réglementation au moment où il le faut. Enfin, en tout cas, moi, je trouve l'exercice intellectuellement bien plus stimulant. Et puis, il y a aussi cette question d'accompagnement à travers son propre respect, je le dis et je le répète, de nos engagements à nous-mêmes RSE. C'est-à-dire que si j'ai envie d'accompagner une PME pour qu'elle se développe d'un point de vue RSE, je ne peux pas lui poser des contraintes par exemple, de la payer à 120 jours. Je ne sais pas, je dirais autre chose, de lui imposer des contraintes d'investissement beaucoup plus lourds pour elle. Il faut adapter. Absolument. Je dois accepter de créer un dispositif différencié qui permette à cette PME de respirer, d'évoluer et d'avancer dans une trajectoire. Évidemment qu'on regardera ensemble, évidemment qu'il y a des critères sur lesquels il n'y a pas de négociation possible, mais il faut que j'accepte de payer dans les délais ou moins que les délais procéduraux. Il faut que j'accepte de payer un petit peu plus cher. Il faut que j'accepte que certaines irrégularités doivent s'inscrire dans un plan d'action et pas dans une démarche d'exclusion. Voilà, donc c'est toute cette démarche, ces dispositifs, cette philosophie finalement d'accompagnement de la PME qui est aujourd'hui fondamentale et c'est un paradigme complètement différent. Ça sort l'acheteur de son stress habituel, de tirer les coûts au maximum, de trouver les fournisseurs les moins chers, ceux qui répondent, qui cochent toutes les cases, mais qui n'apportent peut-être plus cette innovation qui nous vient parfois de ce tissu industriel local et moyenne entreprise. Voilà. C'est clair, madame. Effectivement, il faut avoir une vision globale, orientée vers l'intérêt général, et bien sûr vers gagnant-gagnant. Je reviens vers madame Selwa Samrouni. Alors, madame, la digitalisation transforme profondément les fonctions achats. D'après vous, comment les technologies numériques, la data, l'intelligence artificielle peuvent-elles accélérer la transition vers les achats plus responsables? Donc aujourd'hui, la digitalisation, il fait partie de tout ce qui est critères ESG aussi. Donc il s'agit non seulement d'avoir un process vers zéro papier, mais aussi c'est faciliter l'accès à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si je m'inscris dans un process achat 100% digitalisé, déjà je donne à mes fournisseurs cette transparence que j'ai pour gérer mes appels d'offres. Aujourd'hui, la question de transparence, il est très importante et on manque beaucoup de... On ne connaît pas les règles qui mènent pour prendre un marché sur le Maroc. Donc aujourd'hui, si je donne à mon fournisseur la possibilité de checker ma plateforme pour soumettre une offre ou bien pour s'inscrire sur mon panel fournisseur, il saura déjà sur quels critères il sera évalué pour avoir ce marché. Donc, c'est déjà lui donner cette visibilité et cette possibilité pour améliorer son offre le plus que possible, pour savoir s'il sera choisi, oui ou non. Si il a réussi, tant mieux. Donc, s'il a échoué, il saura sur quoi il faut travailler la prochaine fois pour mieux avoir ce marché. Et la deuxième des choses, la digitalisation, je rejoins la question de Khadija tout à l'heure, il nous permet de collecter de la data réelle. Aujourd'hui, si j'ai un process achat digitalisé, ça veut dire que j'ai mes fournisseurs qui sont répertoriés, j'ai des dossiers administratifs qui sont à jour, je peux savoir je suis sur quel pourcentage de TPE, GE, TPME. Donc, je peux classifier mes fournisseurs et par la suite faciliter mon sourcing pour les acheteurs. Donc, un process digitalisé aujourd'hui, il est très important. Et on était parmi les premiers à instaurer ce process au niveau du marché. Aujourd'hui, on essaie à travers soit nos rencontres sur le Conseil national des achats. En termes de durabilité et on va dire, de durabilité de la chaîne d'approvisionnement, quand on prend un sujet comme la résilience,
il y a une définition à poser de la résilience par rapport aux enjeux de l'entreprise. Certaines entreprises ont tout à l'heure, durant la présentation de toutes les dimensions de la RSE, on a parlé de la démarche de chaque entreprise. Certaines ont une démarche performance, d'autres pragmatiques, d'autres humaines, d'autres... La résilience, c'est une dimension qui prend aussi, on va dire, son sens dans le cadre des enjeux de chaque entreprise. On va dire son sens dans le cadre des enjeux de chaque entreprise. Ma résilience en tant que sujet, entreprise industrielle, ne sera pas la même résilience que pour un sujet financier ou pour un sujet consulting. Et ma résilience, elle démarre par la caractérisation de ce qui peut le plus me faire mal. Qu'est-ce qui me fait mal dans ma chaîne de valeur? Est-ce que c'est une rupture d'approvisionnement? Est-ce que c'est un prix qui est cher? Etc., etc. Donc, déjà, caractériser, positionner sa résilience est important. Si on parle de résilience, ça peut vouloir dire énormément de choses. Maintenant, dans un contexte qui, depuis 2020 à aujourd'hui, a mis à rude épreuve les nerfs de beaucoup de métiers. Si je prends, on va dire, le métier des achats, parce qu'on parle aujourd'hui des achats d'il y a 20 ans, les entreprises avaient des contrats qui pouvaient durer pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, sans être remis en question. Sur des matières premières ultra stratégiques, on pouvait avoir un seul fournisseur en Inde ou en Chine ou que sais-je, ça n'embêtait personne. Tout allait bien. Voilà. Et cette notion même de résilience, c'est quelque chose qui était complètement, je veux dire, absolument pas un sujet. À partir de 2020, on a eu toutes les crises qu'on a vécues ensemble, qui se sont succédées. Ça a commencé par la pandémie, ensuite par les crises géopolitiques. Aujourd'hui, on parle d'un détroit d'Ormuz. Voilà, tous ces événements, encore une fois, ont reconfiguré complètement la manière dont les entreprises réfléchissent et dont les entreprises réfléchissent leur résilience. Alors, d'abord, ça commence par la continuité du business, tout simplement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me permet de continuer à fonctionner, de continuer à produire, de continuer à livrer sans mettre en danger ma chaîne de valeur? Et c'est là que l'enjeu rapproche finalement de cette responsabilité RSE où, pour tous les sujets où nous avons l'habitude de nous sourcer à travers la planète, on est dans l'obligation finalement de commencer à se dire la proximité est importante. La proximité est importante. Je ne sais pas comment fonctionnait l'industrie de production des masques avant l'épidémie de la Covid, mais on a vu qu'à un moment donné, il fallait produire chez nous. Parce que tout le monde a vu que même des pays qu'on n'imaginait pas un jour courir après des fournisseurs de la France, l'Italie, l'Espagne, etc., couraient après des fournisseurs chinois pour avoir des masques en premier. Et il y a eu même une bataille où les livraisons étaient détournées d'un pays à l'autre, où l'Italie, à un moment donné, s'est retrouvée sans masque. Voilà, cette dimension crise a ouvert les yeux, je pense, à tout le monde, à la planète entière, sur l'importance, et pas que l'importance, c'est l'obligation de réfléchir résilience par rapport à la continuité de son business, par rapport à sa souveraineté industrielle et par rapport à l'encouragement et le soutien du développement d'une industrie proches qui permettent de répondre dans l'urgence, de répondre, on va dire, avec, en plus, si on est dans la proximité, une dimension raccourcissement des trajets, des transports, etc., qui permettent d'améliorer finalement cette empreinte carbone. Voilà, donc toutes ces situations que nous avons récemment vécues ont
également été un moteur de modification de notre façon d'opérer et de notre façon de réfléchir notre sourcing et notre achat. Ceci pour la résilience. Ensuite, il y a la question de la maîtrise des coûts, parce que la résilience, tout comme la RSE, on a tous tendance à penser, à croire que c'est un financement supplémentaire, donc ça coûte plus cher, il faut vraiment pouvoir présenter un dossier béton à sa direction générale pour expliquer pourquoi il faut payer plus cher, etc., etc. Eh bien, pour moi, personnellement, j'estime que sur certains sujets critiques qui peuvent mettre en danger une chaîne d'approvisionnement, la résilience de l'entreprise, sa continuité de business, eh bien, ça revient, de mon point de vue, à prendre une prime assurance, à payer une prime assurance. Voilà, on s'assure. Je paye le prix qu'il faut pour ne pas me mettre en danger, ne pas mettre en danger mon entreprise. Et en plus, si ça me permet de cocher des cases RSE, c'est-à-dire développer une activité qui n'est pas très loin de chez moi. Je prends l'exemple, par exemple, du groupe OCP, qui n'a pas hésité à monter des écosystèmes entiers dans des villes telles que Khribga, telles que Ben Gurir, telles que Jorf, etc., parce qu'il n'est pas question d'arrêter la continuité du business, parce qu'il n'est pas question d'interrompre une chaîne de production. Eh bien, on investit, on met en place un écosystème de fournisseurs à côté de nous. En plus, en termes de livraison, ben, comme c'est à côté, il y a moins de transport, moins d'empreinte carbone, et je m'assure, je coche toutes les cases RSE. Donc, pour moi, ça revient à payer une prime d'assurance. Je suis certaine qu'en cas de problème, j'ai une solution qui est là, qui me permet de servir la résilience de mon entreprise et de servir la continuité de mon business. Maintenant, ben, pour la maîtrise des coûts, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent, eh ben, je fais des choix. On fait des choix, on fait un tri. Encore une fois, on revient sur qu'est-ce qui me ferait le plus mal? C'est une question qui est fondamentale. Qu'est-ce qui me ferait le plus mal si jamais il y a un problème? Qu'est-ce qui arrêterait mon business? Et puis sur ces sujets-là, j'investis, je m'assure que en cas de problème, s'il y a une guerre qui éclate quelque part et que j'ai une matière stratégique, ben j'ai une solution, tout simplement. On pense toujours durabilité en premier. Absolument, absolument. La durabilité est fondamentale. Je peux acheter moins cher autant que je veux. Si je n'ai pas la matière, je vais mal. C'est clair, c'est clair. J'arrête de produire. Madame Khadija, quelque chose à ajouter? Alors, je vais être honnête. Quand on est en période de crise, c'est vraiment pas le moment où on va penser durabilité ou maîtrise des coûts. Survie. Pardon? On pense survie. Survie, effectivement. Asma, elle a parlé de rupture d'approvisionnement. Je pense qu'on n'a jamais autant vécu de risques de rupture d'approvisionnement depuis 2020. Je pense que là, c'est quelque chose qui a beaucoup stressé les acheteurs, effectivement. Là, dernièrement, j'ai vécu une expérience avec un client qui est énormément dans ses affaires de RSE, de maîtrise de coûts, mais on n'a pas eu les pièces de rechange qu'il fallait au moment où il fallait, risque d'arrêt de chaîne. Donc, il a fallu vraiment trouver des solutions coûteuses, des solutions polluantes, mais on a dû faire venir ces pièces de rechange parce que c'était obligé, c'était obligatoire et il fallait absolument qu'on démarre cette production. Penser à maîtriser les coûts, à travailler RSE pendant des périodes de crise, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Je pense que là, c'est pas l'objectif. Et je pense qu'en fait, il faut plutôt anticiper et faire du travail en amont, justement, un peu tout ce qui se disait par rapport aux fournisseurs, etc. Et pouvoir faire ce travail en amont, justement, pour anticiper ces crises-là et avoir des solutions en ces périodes de crise. Typiquement, par exemple, travailler sur de la proximité de fournisseurs et installer des écosystèmes, c'est de très belles initiatives qui sont en cours. Mais ce n'est pas quelque chose auquel on va penser quand on est vraiment dans le détroit d'Ormuz est bloqué. Il faut absolument qu'un fournisseur s'installe ici. Donc effectivement, c'est des initiatives de longue haleine. Il faut s'y prendre vraiment. C'est des initiatives qui prennent des années. Donc c'est quelque chose qu'il faudra anticiper. C'est des plans d'action qu'il faudra mettre en place.
faire monter en capacité, en maturité certaines PME pour justement pouvoir nous sourcer, pouvoir donner de la qualité. Là aussi, c'est des initiatives qui prennent du temps. C'est un peu ce que disait Younes, c'est des plans d'action qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas juste se dire non, non, j'ai pas la qualité actuellement, donc c'est une entreprise qui ne va pas répondre. Non, il faut se dire c'est une entreprise qui pourra répondre. Donc quelque part, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle puisse répondre? Bon, quelque part, la résilience, oui, je suis d'accord. Avoir une maîtrise de coûts, je suis d'accord aussi. Maintenant, la période de crise, il faut vraiment trouver des solutions qui sont déjà prêtes et pas seulement se dire oui, il faudra qu'on fasse des plans d'action, etc. C'est des plans d'action qui vont prendre des années, donc c'est des choses qu'il faudra qu'on anticipe, forcément. Oui, madame, et il y a aussi certaines grandes boîtes qui ont fait en place des scénarios de crise. Et c'est très intéressant parce qu'il anticipe la crise pour trouver des solutions. Parce que c'est plus facile de trouver les solutions quand il n'y a pas la crise. C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, je reviens vers madame Asma Faridi. S'il vous plaît, madame, quelles seront, selon vous, les compétences indispensables de l'acheteur de demain? Je pense que vous l'avez deviné à travers toutes les discussions qu'on vient d'avoir. Le métier lui-même a changé. Genre, le métier s'est énormément transformé. Le métier des achats, encore aujourd'hui, hein, dans certaines entreprises, est perçu comme la fonction qui va créer des commandes, qui va traiter des transactions, qui est noyée dans la paperasse, qui doit produire, on va dire, un certain nombre de documents. C'est presque une fonction qui est perçue comme d'abord une garante d'une procédure et ensuite une productrice de papier. Fonction purement administrative. Le métier est très très loin de cette configuration depuis quelques années déjà. D'abord parce que les entreprises ont pris conscience, et surtout dans le monde industriel, que la dépense constitue à peu près 60 à 70% de leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une industrie, le chiffre d'affaires achat dans une industrie représente à peu près 60 à 70% de son chiffre d'affaires de vente. Ce n'est pas négligeable. Donc, quand on arrive à des proportions de dépenses de cette taille, nous sommes obligés de sortir d'un fonctionnement administratif et d'aller chercher de la valeur et d'aller créer de la valeur. Ensuite, en dehors de l'enjeu, indépendamment de l'enjeu financier, il y a tous les enjeux dont on vient de parler, enjeux de continuité de business, enjeux de sustainability, enjeux de protection juridique. Ça fait en fait, on va dire, un certain nombre de dimensions de compétences où l'acheteur aujourd'hui est quelqu'un qui doit avoir une compréhension de l'entreprise, une compréhension de marché, une compréhension de la composition de certains produits. On va retrouver un volet technique chez l'acheteur, on va retrouver un volet financier chez l'acheteur, on va retrouver une compréhension d'enjeux RSE chez l'acheteur. Et en plus de tout ça, l'acheteur, de mon point de vue, va s'orienter de plus en plus vers de la gestion de la data, de la gestion analytique. Tout à l'heure, Salwa parlait du sujet digital. Le digital n'est pas là par hasard. Il est là également pour aider l'acheteur à évoluer dans ses compétences. Parce que le digital, aujourd'hui, son enjeu premier, c'est de libérer l'acheteur de tout le volet transactionnel où il va passer du temps à créer des choses sur un système pour lui permettre de verser vers les compétences qu'on attend de lui. Et ces compétences-là, aujourd'hui, sont attendues dans la création de valeur. Et la création de valeur, ce n'est pas uniquement aller chercher des remises et des baisses de prix, c'est des compréhensions d'un système de fonctionnement d'un processus industriel. Donc l'acheteur va développer
des relations et des partenariats avec des fournisseurs qui vont lui permettre de comprendre de quelle manière il peut agiliser un système de production. Je donne des exemples pour imager un peu le rôle qu'un acheteur peut porter, parce qu'on ne peut plus se donner le luxe d'imaginer l'acheteur derrière son bureau en train de produire de la documentation. L'acheteur aujourd'hui est sur le terrain, il est dans une usine, il est dans une ferme quand on est dans le monde agricole, il est dans les bureaux de ses collègues qui sont dans le business, il est avec des architectes quand on est dans la finance et qu'on achète beaucoup, on en parlait ce matin, qu'on achète beaucoup d'aménagements, etc. Il est avec des métiers. Et il est avec des métiers pour les pousser à créer de la valeur, parce qu'il a une compréhension des besoins de son entreprise. Et donc, il va les pousser vers ce que disait tout à l'heure Younes, vers des solutions innovantes. L'acheteur de demain, c'est quelqu'un qui va développer des relations avec ses fournisseurs, qui va les pousser à aller au-delà de ce qu'ils proposent et qui va les obliger à travailler mieux pour que son fonctionnement, lui, et le fonctionnement de son entreprise soit plus innovant et plus agile et crée encore plus de valeur. Et bien entendu, dans un cadre financier qui lui permette de tenir quelque chose qui est important pour l'entreprise, c'est qui est son EBITDA finalement et son résultat. C'est beaucoup d'analyse, l'acheteur de demain. Il faut qu'il comprenne les chiffres, il faut qu'il comprenne les tendances. On parlait tout à l'heure de la crise depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, et ça m'étonnerait qu'on sorte d'une période de crise demain. Donc il faut qu'il comprenne absolument à quoi ressemblent les variations de la matière première, où s'achètent les matières premières, où elles se produisent, comment comprendre les variations, à quel moment je dois positionner une commande, est-ce que je peux lire une baisse future ou une augmentation future, à quel moment je dois stocker une marchandise, à quel moment je peux me permettre de ne pas stocker, parce que stocker coûte aussi de l'argent. Donc l'acheteur doit aussi avoir cette compétence analytique et doit la développer pour comprendre comment fonctionne un marché, comment fonctionnent des tendances. Et ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui va aussi développer énormément de maturité relationnelle à l'intérieur même de son entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui se positionnera demain en tant que business partner, qui est au service de la fluidification et de l'agilisation du fonctionnement de tous les métiers, qui convergent tous finalement vers un intérêt suprême de l'entreprise, c'est produire un produit final. Voilà, et ce produit final dépend de tous les métiers de l'entreprise et l'acheteur de plus en plus se retrouvera au cœur du fonctionnement de tous ces métiers et sera le lien et le ciment pour que tout fonctionne. J'ai presque envie de dire que ce sera la petite burette qui permettra à l'ensemble des rouages de fonctionner de façon saine, de façon agile, de façon sustainable, je suis désolée d'utiliser des termes anglophones, et permettre à un produit d'être produit dans les meilleures conditions. Oui, Voilà. donc vision commune. Moi, si vous permettez, je vais juste compléter sur ce qui a été dit par Asma, et je pense qu'il a répondu vraiment avec le portrait robot de l'acheteur, enfin je dirais pas de demain, mais l'acheteur d'aujourd'hui, parce que le demain, on le vit déjà aujourd'hui. Moi, juste un témoignage, c'est parce que j'ai eu la chance en fait de m'occuper, en plus des achats, d'autres fonctions, et notamment un peu des RH, dans un pôle qui est quand même constitué de plus de 1300 personnes, dont une bonne partie de projets et de l'IT, mais aussi des achats. Je vois un peu l'évolution de l'acheteur d'hier et d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que si on coche, je dirais un maximum de ces cases-là, ça prépare aussi l'acheteur pour accéder à des postes qui étaient là, je dirais, inaccessibles. Aujourd'hui, on peut avoir un ancien directeur des achats qui siège dans des comités, type des comités de direction et des comités exécutifs. Si, bien évidemment, il intègre parfaitement toutes ces compétences, bon, c'est un peu dépassé de dire hard skills ou soft skills, mais je pense qu'aujourd'hui, la base, elle est acquise par tout le monde. Ça se joue sur ce niveau-là de soft skills. Guillaume, tout à l'heure, a présenté une slide dans laquelle il y a beaucoup de dialogue avec des parties prenantes. Je peux vous dire que l'acheteur, il fait partie quand même
de ce schéma-là et qu'il dialogue pas mal en interne et en externe et qui justement doit jouer ce rôle de business partner en échangeant beaucoup en interne mais aussi avec le monde extérieur. Un dernier point sur les acheteurs que j'ai vus, en tout cas qui ont évolué vers d'autres métiers, et j'en ai vu pas mal et de plus en plus, alhamdoulilah. Mais sur ces aspects ESG en particulier, il y a une dimension que je ne cesse de rappeler, c'est qu'il faut avoir quand même une fibre. Cette fibre-là, il faut la détecter chez certains acheteurs. Elle existe. Mais pour la détecter, il faut leur donner envie, il faut discuter avec eux de ces sujets, et il faut être ouvert. Ils vont faire des merveilles. Parce qu'ils sont justement sensibles à tous ces sujets d'environnement, d'équité, de transparence, d'accompagnement des entreprises de petite taille. Ils ont ça, en tout cas quelque part, inné, et qu'ils aiment travailler sur ce sujet. Donc il faut les orienter vers ce sujet-là, et ils peuvent faire de l'excellent travail. Donc c'est juste pour fermer la parenthèse. Et c'est normal parce qu'un vrai acheteur, il a l'esprit ouvert et il est prédisposé à l'agilité. Donc c'est normal. Oui, mais Asma l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup d'acheteurs chiffres aussi. Et c'est là où il y a le rôle un peu de régulation qu'un directeur des achats ou là qu'un directeur de l'entreprise peut jouer. C'est-à-dire, si on laisse ces gens-là qui sont orientés, qui sont excellents d'acheteurs par ailleurs, hein, que sur les aspects chiffres, croyez-moi, tout ce qu'on est en train de dire dans cette table ronde ne se fera pas en tout cas. D'accord. Je reviens vers Madame Silwa. S'il vous plaît, la durabilité est une responsabilité collective. Rapidement, s'il vous plaît. Comment créer une véritable synergie entre les achats, la RSE, la finance, la logistique, la qualité et les directions métiers afin de construire, on en parlait tout à l'heure, d'une vision commune? Alors, les achats aujourd'hui, ils sont dans le centre de toutes ces fonctions que vous êtes en train de citer. Alors, la fonction achat, il peut être considéré comme le pivot, ou bien c'est l'élément moteur qui drive les finances, qui drive les projets, qui drive aussi le mindset de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, les achats, ils peuvent s'inscrire dans la durabilité en assistant à tout ce qui est comité projet pour faire une projection aux directions comme quoi il y a des prestataires grâce au sourcing qui est fait par les acheteurs, leur démontrer ou bien leur projeter la macro zoning du territoire. Est-ce qu'il y a des prestataires qui peuvent répondre à ces besoins dans le temps? Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des fournisseurs qui ont apparu aujourd'hui et qui ont des solutions innovantes qui peuvent être remplacées par des solutions classiques? Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'innovation aussi, il joue un rôle très important et on remarque qu'il y a pas mal de start-up ou bien de TPE aujourd'hui qui apparaissent, qui sont dans la facilité des actes d'achat, pardon. Aujourd'hui aussi, les fournisseurs durables, c'est généralement des fournisseurs qui sont stratégiques pour l'entreprise. Donc, quand je signe un contrat de 3 ans ou de 5 ans, c'est pas avec un prestataire dont la commande il est ponctuelle, mais c'est dans la relation, il doit s'inscrire dans le temps. Donc, il faut essayer que cette durabilité soit le maximum protégée, avec des clauses contractuelles qui sont bien faits, qui laissent aussi, comme il a dit tout à l'heure Younes, de l'ouverture aux prestataires pour qu'ils puissent innover, parce qu'un contrat, c'est pas un contrat qui va être pérenne dans le temps, mais c'est un contrat qui doit vivre selon son actualité. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas plus beaucoup de temps. Donc, une dernière question à tout le monde, mais réponse vraiment rapide s'il vous plaît. Si nous retrouvions dans 5 ans, quel changement majeur souhaiterez-vous observer dans les pratiques d'achat responsable et dans les chaînes de valeur? Madame Brada. Brièvement, madame. Je vais être brève. Je vais rattraper le retard moi, ce que j'aimerais, c'est, en tant que consultant, quand je vois des acheteurs actuellement, je vois toujours des fiches d'amélioration du coût d'achat. J'aimerais que plus tard, quand on voit sur des catégories achats, qu'on voit aussi des fiches sur toute la partie RSE, la partie décarbonation, toute la partie accompagnement des fournisseurs. Je vois que ça existe dans de grands groupes. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai envie de voir ça de façon beaucoup plus généralisée et dans des groupes qui sont,
on va dire, beaucoup moins structurée. Parce que cette dimension-là, elle est quand même importante. Madame Silwa. Alors pour moi, je vais réfléchir plutôt digital. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut introduire la notion IA dans toute la partie achat que nous faisons, soit à travers des recherches que les acheteurs peuvent faire pour améliorer leur quotidien en termes de comment gérer leur quotidien, comment générer des actions à forte valeur ajoutée et ne pas s'inscrire dans les tâches administratives quotidiennes. Voilà. Enfin, rapidement, moi je vais être un peu plus optimiste. Je pense dans 5 ans, on sera en 2031. Donc beaucoup de grands groupes déjà annoncent une neutralité carbone en 2030. Bon, on verra ce que ça va donner avec ce petit ralentissement qu'on a dû constater ces 2 dernières années, notamment avec le désengagement des US de plusieurs accords. Mais j'espère que dans 5 ans, le sujet achat responsable sera un classique. Bon, même quand on parle d'économie de saving, quand on parle de relations contractuelles, on parle de ESG, ça veut dire c'est acquis, c'est plié, et que ça sera vraiment ancré. On parle plutôt d'un développement futur de cet aspect-là que de dire on va le mettre en place, wesh on le fait pas, wesh il l'intègre dans la politique, ou là il s'intègre pas. Ça va rejoindre un petit peu les collègues parce que je pense que nous avons tous les mêmes, on va dire, rêves par rapport à cette question RSE, c'est que ça s'inscrive dans la normalité du fonctionnement du tissu économique dans sa globalité. C'est qu'on décolle du stade d'initiative pour arriver à une réalité pratiquée tous les jours par les entreprises, mais également par toute la population. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un sujet uniquement en entreprise, la RSE, c'est une pratique individuelle, collective, sociétale et également entrepreneuriale par les groupes industriels ou pas d'ailleurs. Alors, merci beaucoup à nos intervenants pour la richesse de leur analyse, le partage de l'expérience. S'il fallait retenir un message de cette discussion, ça serait probablement celui-ci. Les achats responsables ne sont plus une obligation réglementaire, ils sont devenus un véritable levier de transformation, de compétitivité, d'innovation et de résilience. La performance de demain se construira à travers les chaînes de valeur plus transparentes, plus collaboratives, plus responsables et plus créatives de valeur. Au fond, une chaîne de valeur durable et avant tout une chaîne de confiance. Je remercie chaleureusement nos intervenants ainsi que l'ensemble des participants pour leur attention et leur contribution, réflexion et merci tout le monde.